Alors maintenant, on va voir les institutions européennes. Quand on étudie un système, les institutions européennes sont plusieurs institutions, plusieurs éléments, sont composés de plusieurs éléments reliés entre elles par des mécanismes de coopération et de collaboration. Quand on analyse un système, la première chose à faire, c'est l'analyse nodale, c'est-à-dire que l'on s'intéresse aux liens qui relient les différents éléments du système. Plus un élément est connecté avec de nombreux autres éléments, plus il est central, plus il est important dans le système. Les éléments faiblement connectés aux autres éléments sont des éléments périphériques du système. Le centre de gravité du système est l'élément qui est le plus fortement connecté aux autres. Alors là, c'est le diagramme que vous trouvez si vous allez sur la fiche Wikipédia intitulée « Les institutions européennes ». Il vous montre ce diagramme. Vous y voyez la Commission, fortement connectée. Vous y voyez sur la gauche trois institutions intéressantes, le Conseil de l'Union européenne, qui est le Conseil des ministres. En fait, il y a un représentant du pouvoir exécutif de chaque pays. C'est un conseil qui travaille en permanence. Le Conseil européen, c'est le Conseil des chefs d'État, qui se réunit 4 fois par an. Et il comporte aussi le président de la Commission, le parrain. Et vous avez une institution assez bizarre, le Comité des représentants permanents. Elle est très peu citée dans les traités. J'ai trouvé... c'est une espèce d'éminence grise. On voit que ce comité, qui travaille en permanence, assiste le Conseil de l'Union européenne, aide le Conseil européen et négocie avec la Commission. Intéressant. C'est une espèce d'éminence grise, la Commission étant au centre du système. Alors j'ai reproduit et on voit que la Banque centrale européenne n'est reliée à personne. Elle est totalement indépendante des autres institutions et donc des peuples. Alors j'ai recomposé ce diagramme sous une autre forme. On garde la même topologie, mais on change la topographie. Donc voici les institutions, voici les liens, et maintenant on comprend un peu mieux. Il y a 3 cercles. Un cercle central avec la Commission, qui est relié à tous les autres éléments du système. Dans un second cercle, le Conseil européen, le Comité des représentants permanents et le Conseil de l'Union européenne. Et enfin, dans un troisième cercle, périphérique du système, le Parlement européen, par exemple. Le Parlement européen est un élément périphérique du système. Je crois qu'il y a quelqu'un qui rentre. Et évidemment, en bas, les 2 banques européennes qui n'ont de compte à rendre à personne. Alors évidemment, vous pouvez me dire, oui, bon, l'analyse nodale, c'est bien beau, mais ça n'est pas suffisant. Il faut se plonger dans les textes. Il faut aller voir plus dans le détail qui fait quoi et comment il le fait. Alors, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Mais avant de le faire, je vais vous donner un exemple récent qui s'appuie sur ce diagramme. L'exemple du maïs transgénique OGM TC 1507 de la société Pioneer. Qu'est-ce qui s'est passé et quelles ont été les étapes du processus décisionnel pour autoriser la culture de ce maïs en Europe? Première étape, la Commission européenne demande au Conseil de l'Union européenne, donc de niveau ministériel, d'autoriser la culture de ce maïs transgénique. Donc la Commission européenne est à l'initiative du processus décisionnel. Le Conseil de l'UE vote, 19 pays sont contre, 4 pays s'abstiennent, 5 pays sont pour, c'est la deuxième étape, mais ça ne suffit pas pour obtenir la majorité qualifiée. Donc nous sommes dans une non-décision. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est la majorité qualifiée. Troisième étape, en fait en parallèle, le Parlement européen vote, se prononce. 385 contre,
35 abstentions, 201 pour. Donc le Parlement européen se prononce à une très large majorité contre la culture de ce maïs transgénique, mais son vote n'a aucun caractère d'obligation. C'est juste un avis qu'il formule. On ne lui avait même pas demandé d'ailleurs, il s'est autosaisi. C'est « moi madame, je veux donner mon avis. Vas-y mon petit, qu'est-ce que tu penses? Je suis contre la culture du maïs transgénique. C'est bien mon petit, maintenant tu retournes jouer et tu laisses les grands décider. » C'est à peu près ça le Parlement européen. Son vote n'a aucun caractère contraignant. Quatrième étape, la Commission décide d'autoriser la culture du maïs transgénique. Elle est à la fin du processus. La Commission était au début du processus, elle est à la fin du processus. Il y a une cinquième étape quand même. On n'en parle pas. La société Pionnier remercie les membres de la Commission et son parrain. Et oui, ils sont polis ces gens-là. Donc ils disent merci. Alors quand on regarde les textes, en particulier le traité sur l'Union européenne, dans son article 13, paragraphe 2, il est écrit « Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale ». Donc là, on voit ce que signifie le sens d'une coopération loyale pour les membres de la Commission. Ils auraient pu se dire, le Conseil de l'Union européenne s'est prononcé contre, même s'il n'a pas la majorité qualifiée. Le Parlement européen s'est prononcé contre, même si ce n'est pas un vote qui implique quelque chose. Bon, on va se ranger de leur côté. Eh bien non. Ils sont loyaux. Ils décident. Parlons un peu de la majorité qualifiée. Qu'est-ce que ça signifie? Alors d'abord, je vais vous dire comment ça marche. Concrètement, sur les 28 pays, chaque pays possède un certain poids en fonction de sa démographie. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre pèsent 29 voix. Malte pèse 2 voix. Donc chaque pays vote et pèse le poids qui lui est attribué. Et on comptabilise. Il faut avoir 260 voix sur 352 pour passer, ce qui correspond à 74% des voix. Ce qui signifie qu'en dessous de 26%, il y a décision contre, au-dessus de 74%, il y a décision pour, et entre 26 et 74%, il n'y a pas de décision. Alors, si le Conseil de l'Union européenne avait le dernier mot, on pourrait se dire, oui, c'est intelligent, sur des questions sociétales lourdes, sur des questions qui vont remettre en cause notre anthropologie. La majorité simple, ça paraît un peu trop léger. On ne peut pas faire des réformes lourdes qui vont avoir un impact lourd sur notre anthropologie, par exemple, en se contentant d'une petite majorité. Il faut assurer le coup. Et si on ne dépasse pas la majorité qualifiée, alors ça veut dire qu'il faut remettre le travail sur le métier, qu'il faut continuer à travailler, qu'il faut continuer à s'améliorer, et que la décision viendra plus tard. Si le Conseil de l'Union européenne avait le dernier mot, ça aurait un sens. Sauf qu'en l'espèce, puisque le Conseil de l'Union européenne ne décide pas, c'est la Commission qui décide. Donc en fait, la majorité qualifiée, le processus de la majorité qualifiée au niveau du Conseil de l'Union européenne n'est rien d'autre qu'un retrait de sa capacité à décider. Puisque s'il ne décide pas, c'est la Commission qui décide in fine. Donc on vous présente, quand vous lisez les textes du traité sur l'Union européenne, les articles pris un par un peuvent sembler acceptables. Mais quand vous mettez tout ça en cohérence, en relation, vous vous rendez compte du véritable sens que ça a. La majorité, le vote à la majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne n'est rien d'autre qu'un mécanisme qui vise à lui retirer son pouvoir de décision
de façon à ce qu'in fine, ce soit la Commission qui décide. Et finalement, ça arrange tout le monde. Parce que si on regarde là, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, démocratie, démos, kratos. C'est les institutions qui sont la courroie de transmission entre le peuple et le pouvoir. Si vous regardez ce qui s'est passé sur ce mécanisme réel, concret, qui s'est passé il y a un mois environ, où y a-t-il du peuple dans tout ça, dans tout ce mécanisme? Au Conseil de l'Union européenne, il y a du peuple, puisque le Conseil de l'Union européenne est composé de ministres, donc du pouvoir exécutif, de représentants du pouvoir exécutif de chaque État. Donc il y a du peuple. Le pouvoir exécutif est une représentation du peuple. Donc il y a du peuple au niveau du Conseil de l'Union européenne. Au Parlement européen, il y a du peuple, puisque les parlementaires européens sont élus par le peuple. Mais il n'y a pas de pouvoir. Là où il y a du peuple, il n'y a pas de pouvoir. À la Commission européenne, il n'y a pas de peuple. Les gens sont désignés, ils sont élus par personne. Et c'est là qu'il y a le pouvoir. Donc on voit sur cet exemple simple qu'il n'y a pas de courroie de transmission entre le peuple et le pouvoir. C'est un premier indice. Alors, vous avez aimé le maïs transgénique, vous avez adoré le gaz de schiste. Monsieur Günther Oettinger, qui est commissaire européen à l'énergie, a déclaré « Il faudra explorer la piste du gaz de schiste en Europe ». Les Échos, 21 mai 2013. Et il va le faire. Vous serez très content d'avoir une Dordogne qui ressemble à ça. Vous n'en voulez pas? Eh bien, vous l'aurez quand même. Parce qu'on ne vous demandera pas votre avis. Et ça va se faire. Alors maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail des textes. Par avance, je m'en excuse un peu, c'est un peu rébarbatif, mais pas tout à fait. Parce que tout ce que je viens de vous dire, à travers un exemple, maintenant, je vais vous l'expliquer dans le détail, en m'appuyant sur les textes. Donc le traité sur l'Union européenne. On peut télécharger ce traité au format PDF sur Internet. Je vous invite à le faire et à le lire. Si vous avez des insomnies, la nuit, ça peut vous aider. Vous lisez un ou deux articles comme ça. Donc j'ai repris le titre 3 qui traite des responsabilités des différentes institutions de l'Union européenne, et j'ai cherché à savoir, par type de pouvoir, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, où étaient les responsabilités. Je me suis appuyé donc sur des textes, et aussi sur la fiche Wikipédia des institutions européennes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'où j'ai tiré le premier dessin, qui a été écrite par des européistes aussi, et qui est une synthèse et qui est une très bonne synthèse à psychanalyser. Article 14, donc ça concerne le Parlement européen, élément périphérique du système. Le Parlement européen exerce conjointement avec le Conseil les fonctions législatives et budgétaires. On ne précise pas lesquelles, hein. Bon, c'est assez vague. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatif. On ne précise pas non plus lesquelles. Ça reste très vague. Il n'a pas l'initiative législative. Alors ça, c'est important. En revanche, le Parlement européen, donc les gens qui sont élus par le peuple, n'ont pas l'initiative législative. On pourrait penser que le Parlement, mais non. Article 16. Le Conseil. Donc le Conseil exerce conjointement avec le Parlement européen les fonctions législatives et budgétaires. On ne précise pas lesquelles non plus. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. C'est ce qu'on a vu. Donc, qui n'est qu'un mécanisme pour lui retirer du pouvoir. Un comité, alors c'est le seul endroit où j'ai trouvé qu'on parlait du comité des représentants permanents. Un comité des représentants permanents des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil. C'est l'éminence grise qui négocie avec la Commission. Et sur la fiche Wikipédia, il est écrit « Le Conseil est un organe détenant les pouvoirs législatifs et exécutifs, constituant le principal organe décisionnel de l'Union. » Alors ça, c'est un cache-sexe. On a vu sur le cas du maïs TC 4507 qu'en fait, il n'avait pas de pouvoir. Mais ça, c'est pour rassurer les gens. Et vous voyez, le pouvoir, il est situé là où il y a du peuple, puisque ce sont les représentants du pouvoir exécutif de chaque État.
Donc ça, c'est fait pour rassurer. Mais dans la même page Wikipédia, ils vont se contredire tout à l'heure, et vous allez voir. Et alors, entre parenthèses, ça ne les dérange pas de dire qu'il détient les pouvoirs législatifs et exécutifs. Hein. Je crois me souvenir qu'à une certaine époque, un certain Locke en Angleterre, puis un Montesquieu en France, avait dit développer des concepts de séparation des pouvoirs, des choses comme ça, mais ça doit être trop vieux, ça doit être ringard. C'est pas moderne, et l'Union européenne est moderne. Article 17, la Commission. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Effectivement, c'est elle qui initie les processus. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, ce qui signifie qu'elle a le monopole de l'initiative législative. Juste avant, ils vous disent que le Conseil est l'organe législatif de l'Union et qu'il est le principal organe décisionnel. Hein? Contradiction. Sauf dans le cas où les traités en disposent autrement. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leurs compétences générales et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toute garantie d'indépendance. D'indépendance vis-à-vis de qui? Peuple. Certainement pas vis-à-vis de Monsanto, vis-à-vis de Goldman Sachs et autres. Parce qu'il y a 5000 cabinets de consultants, de cabinets de lobbying autour des institutions européennes à Bruxelles. 5000. Et ce sont en fait eux qui préparent les lois sur les directives payées des sociétés à qui ça va bénéficier, comme Limagrin, Monsanto, etc., qui vous condamnent des cocopélies parce que ces terroristes de cocopélies osent proposer des graines que cultivaient nos grands-pères. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Il faut vous bien marteler, hein, sans préjudice de l'article 18, paragraphe 2, qui concerne le haut représentant à la politique extérieure et de sécurité commune. Les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. On passe au pouvoir exécutif. Article 14. Le Parlement européen exerce conjointement avec le Conseil les fonctions législatives et budgétaires. Budgétaires, on va voir après. Le Conseil européen, article 15, donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités de politique générale. Il n'exerce pas de fonction législative. Le Conseil européen se prononce par consensus. À 28, bon, c'est le chef d'État, le Conseil européen, sauf dans le cas où les traités en disposent autrement. Article 16, le Conseil exerce conjointement avec le Parlement européen les fonctions législatives budgétaires, on ne précise pas lesquelles. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités. Et là, donc, tout ça, ça reste assez flou. Hein. L'article 17 qui concerne la Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle exécute le budget et gère les programmes. Ça, c'est du pouvoir exécutif. Exécuter le budget, gérer les programmes, c'est ça le cœur du pouvoir exécutif. S'y tromper. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. C'est du pouvoir exécutif. Là, on est au cœur du pouvoir. À l'exception de la politique extérieure et de sécurité commune et des autres cas prévus dans les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels, ce qui signifie qu'elle a la maîtrise du calendrier. On sait bien que dans une entreprise, ce n'est pas l'ouvrier qui décide du calendrier, c'est le patron. Et ici, c'est la Commission européenne qui a la maîtrise du calendrier, qui a la maîtrise du temps. Et sur la fiche Wikipédia, il est écrit « La Commission est l'organe exécutif de l'Union », en parfaite contradiction avec ce qu'ils écrivaient précédemment sur le Conseil. Mais c'est sur la même fiche, sur la même page. Je veux dire, il faudrait faire analyser cette fiche par un psychanalyste. Ce serait très intéressant. Le pouvoir judiciaire. La Commission, article 17, la Commission surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice européenne. C'est-à-dire qu'elle a un œil sur le judiciaire, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de gardienne des traités. Alors, à propos de la Cour de justice de l'Union européenne, vous ne le savez peut-être pas, ses règlements, sa constitution,
Son mécanisme a été écrit par un autre nazi, camarade de Walter Hallstein, qui a travaillé avec lui, avec le nazi Walter Hallstein. Il s'agit du nazi Karl Friedrich Ophuls, qui était également un juriste du régime nazi et qui, lui, était spécialisé dans les brevets. Ah, ça c'est intéressant. La Cour de justice de l'Union européenne a été conçue par un juriste nazi spécialisé dans les brevets. Vous ne voyez pas ce qui vient avec le grand traité transatlantique? On arrive au bout du processus. Et la Cour de justice, elle est là pour ça, pour protéger l'intérêt des brevets, des sociétés qui brevettent. C'est pour ça que le purin d'ortie a été interdit. C'est pour ça que l'aspartame vient d'être autorisé et que la cannelle vient d'être interdite. Vous avez vu ça récemment? L'aspartame autorisé et la cannelle interdite par l'Union européenne. C'est pour ça que Cocopelli est un terroriste. SEMAI, toutes ces associations qui cultivent et entretiennent des semences, de la biodiversité. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et le respect des traités. Donc tout cela est cohérent. Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du tribunal sont choisis parmi des personnalités, une fois de plus, offrant toute garantie d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 243 et 254 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le système est bien verrouillé, le système est bien ficelé. Alors maintenant, je voudrais faire un petit focus sur le rôle de la Commission quand même. Et là, je cite l'excellente page Wikipédia, institution de l'Union européenne, qui fait un résumé parfait. Si vous avez suivi ce que je viens de vous dire, le résumé de cette page est parfait. La Commission est l'organe exécutif de l'Union. Ben oui, il gère les budgets et les programmes. C'est un organe composé d'un représentant par État, actuellement 28, mais organisé de façon à être indépendant des intérêts nationaux. Clair. L'organe est à l'origine du droit de l'Union européenne et a le monopole de l'initiative législative dans les domaines de l'expédié communautaire. Donc elle concentre les pouvoirs exécutifs, législatifs et un peu judiciaires. Il se charge de l'activité quotidienne de l'Union, c'est ce que je dis, la maîtrise du calendrier, et à la tâche de surveiller l'application des lois et des traités. Ce rôle lui confère le nom de gardienne des traités. En résumé sur la Commission, c'est l'organe exécutif, elle a le monopole de l'initiative législative, un œil sur le judiciaire, la maîtrise du calendrier, aucun compte à rendre au peuple. Eh bien ça, mesdames et messieurs, ça porte un nom. Ça porte un nom. Ça s'appelle un dictateur. Ou alors, les mots n'ont pas de sens. Ça n'est pas un gros mot, dictateur. Sous la Rome antique, à l'époque de la République, quand la République était en danger, le Sénat pouvait nommer un dictateur pour un certain temps, non renouvelable. Il prenait toutes les décisions pour sauver la patrie. Et d'ailleurs, dans la Constitution française, c'est prévu également. Le général de Gaulle avait inscrit un article, je ne sais plus si c'est le 16, je crois, de mémoire, l'article 16 de la Constitution, qui prévoit qu'en cas de grande urgence, le chef de l'État puisse prendre tous les pouvoirs pendant un certain temps. C'est pas un gros mot, sauf que là, c'est permanent.